C'est reparti, dernier talk. On va essayer de ne pas prendre trop de temps et voilà, d'aller vite. Donc on va vous parler de tests utilisateurs. On va vous donner une petite recette maison que nous on fait ici dans l'équipe produit chez PrestaShop. C'est en deux parties. La première partie, elle va s'adresser plutôt aux gens qui ne font pas de tests utilisateurs et qui sont en recherche d'une méthode. Je sais qu'il y a des niveaux très disparates dans la salle. Il y a des gens qui n'en ont pas encore fait, etc. Il y en a qui vont en faire. Donc voilà. Et la deuxième partie, c'est plutôt pour ceux qui font déjà des tests utilisateurs et qui ont plein de feedback et qui voudraient optimiser la façon de les traiter. Non, pas du tout. Si je la tiens à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Alors juste pour vous situer le contexte, PrestaShop, c'est qui, c'est quoi? On est un CMS gratuit, open source. Donc on est un peu comme WordPress, sauf qu'on est spécialisé en e-commerce. Et en trois chiffres clés, PrestaShop, c'est un logiciel gratuit natif avec 600 fonctionnalités. Et tout autour de ça, on a à peu près 3500 modules qui sont disponibles sur une marketplace que vous venez plugger comme les extensions de WordPress. Je donne ça comme exemple parce que c'est ce que les gens connaissent le plus en général. Pour optimiser votre site, votre boutique en ligne. Et on a un forum avec 1 million d'inscrits. En fait, on repose beaucoup sur notre communauté. Il y a tout un écosystème autour de PrestaShop. On a des agences qui sont spécialisées et certifiées PrestaShop. On a des ambassadeurs, des contributeurs un peu partout dans le monde. Et voilà, des freelances, des développeurs, tout plein de gens qui vivent avec et grâce à PrestaShop. Et une des particularités du soft, en fait, c'est que pendant longtemps, on a fait dans le quantitatif, avec la volonté d'offrir en gros un CMS qui soit gratuit, déjà de base et super fonctionnel pour les petits comme pour les gros marchands, avec toutes les fonctionnalités dont on pourrait avoir besoin. Et la problématique du qualitatif, quand on fait que ça, c'est qu'on se retrouve vite avec un CMS qui a une arborescente qui est très profonde, et donc des interfaces et des parcours utilisateurs qui se complexifient. Et donc aujourd'hui, PrestaShop essaye d'être beaucoup plus user-centric, et maintenant qu'il a le qualitatif, on essaie d'aller vers, qu'on a le quantitatif, on essaie d'aller vers du quali. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir un maximum de contact avec nos utilisateurs. Donc les tests utilisateurs, ça fait partie du process. Et donc il y a plein de choses qu'on a testées en interne, et depuis le début de l'année à peu près, on a rendu ça récurrent. Et ça fait vraiment partie de la vie du produit aujourd'hui. On en a fait des dizaines, et j'espère que bientôt on en aura des centaines et des milliers à notre actif. Et c'est un vrai travail d'équipe. Il a été initié par moi, donc moi qui suis product designer, et par Guillaume qui est product manager. Mais en vrai, c'est vraiment un travail qui a été construit avec toute l'équipe produit de PrestaShop, développeurs compris. On va rentrer dans le détail après pour vous expliquer ça. Et on a aussi embarqué en cross-service des gens qui ne sont pas forcément en produit, mais qui ont eu envie de faire ça. Et c'est allé beaucoup plus loin que juste récupérer des feedbacks. Ça nous a permis aussi de communiquer sur ce que fait l'équipe et d'évangéliser et d'embarquer un peu l'équipe de Presta dans notre travail au produit. Donc pour commencer, la petite recette de PrestaShop. Donc tout ça va paraître assez obvious pour ceux qui sont habitués, mais c'est quand même important d'expliquer pourquoi ça l'est. Il y a des choses il y a des points qui sont clés dans les ingrédients dont on a besoin. On a besoin de quelque chose à tester. Pourquoi on précise ça? Parce que c'est pas nécessairement un produit fini. On peut tester un prototype, on peut tester un parcours utilisateur, on peut tester des choses qui ne sont pas terminées, on peut tester quelque chose qui a commencé à être intégré et puis l'interface n'est pas encore terminée. Nous, chez PrestaShop, après ce qu'on vous délivre là, c'est notre recette à nous. Ça veut pas dire, on le fait en toute modestie, ça ne veut pas dire que c'est la recette. Il y a plein de façons de faire des tests utilisateurs, mais chez nous, c'est ce qui fonctionne en tout cas. Dès qu'on a un gros doute, qu'on pense qu'il y a un risque à lever, on fait un test utilisateur. On a besoin de testeurs. Nous, on essaie de faire ça par session, idéalement des sessions qui durent une semaine, et on essaie d'avoir au moins 5 users qui rentrent dans cette session-là. Donc l'idée, c'est de faire tous les tests dans la semaine, et à la fin de la semaine, on traite leur feedback en commun. Et le point important là-dessus, c'est que les users, il faut qu'ils correspondent à la cible. Parce que si vous demandez à des gens de jouer un rôle et de se mettre à la place de votre cible présumée, vous allez avoir des feedbacks qui ne sont pas forcément bons, qui ne sont pas forcément fiables. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire ce qu'ils pensent que vous avez envie d'entendre ou ce qu'ils pensent qui serait bon, et ça va fausser en fait les résultats que vous pourrez avoir.
Et nous, on a toujours 2 observateurs qui vont accompagner un testeur sur une session, un observateur guide. Donc en général, c'est quelqu'un qui a rédigé le scénario de test, qui connaît bien le produit qu'on va tester, l'interface qui va être vue, et qui va pouvoir guider l'utilisateur. Et puis un scribe, le scribe, lui, il est là vraiment en tant que témoin, il va noter tout ce que le guide, pendant qu'il guide, ne peut pas noter. Et la force de notre process à nous, c'est que le scribe, c'est un rôle qui est ouvert à tout le monde chez PrestaShop. Donc on a des gens qui viennent des partenariats, de la marketplace, etc., d'autres services qui ont participé et qui ont pu aussi goûter ça et voir comment ça se passe dans l'équipe produit. Et puis évidemment, on a besoin d'un environnement de test et c'est pas à prendre à la légère parce qu'en fait, la logistique, elle peut vite devenir lourde si elle n'est pas bien rodée. Nous, au début, on a essayé, alors on réservait plein de salles, après on n'en réservait qu'une, et puis après il y a l'histoire de les testeurs, il faut qu'ils arrivent à l'heure. Le testeur a bien compris qu'il a un scénario à suivre et qu'on puisse l'embarquer là-dedans. Ça va être le rassurer sur le fait qu'il n'est pas testé, il est testeur, et qu'il n'est pas jugé, et qu'il ne peut pas se tromper, et qu'il ne peut pas donner de mauvaises réponses. Et cette phase-là, elle est hyper importante parce que si les gens sont dans un état de stress et qu'ils ont l'impression que vous les jugez, ils vont essayer de vous donner ce qu'ils pensent être juste comme réponse et du coup, ça sera inutilisable au niveau des feedbacks. Ensuite, le test en lui-même, il dure 15 à 20 minutes. Donc là, on essaie de se tenir au scénario. Les points qui sont essentiels là-dedans, c'est la notion d'écoute et de bienveillance. Il faut se mettre au niveau de son testeur. Peut-être que la personne que vous avez en face de vous, ce n'est pas un power user. Peut-être qu'il a besoin de prendre le temps de réfléchir. Vous, dans l'interface, vous allez vous repérer parce que c'est votre bébé, votre produit, vous le connaissez, donc ça va vite. L'utilisateur, lui, au moment où il commence le test, il découvre ce qu'on lui présente. Donc il y a des fois un petit temps d'adaptation. Donc les silences, c'est acceptable pendant le test utilisateur. Et il ne faut pas chercher à se justifier parce que c'est hyper humain. Nous, ça nous arrive encore aujourd'hui. On a envie d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché, etc. Mais en fait, à partir du moment où on fait ça, le user, il se dit « Ah ouais, ah non, en fait, j'ai envie d'être gentil avec lui, alors je vais lui dire des trucs sympas. » Et puis du coup, voilà, on est sorti encore une fois de réponses spontanées. Et il y a une notion qui est un peu dure. Nous, on s'est déjà fait avoir par ça, donc c'est assez subtil. Il faut laisser l'utilisateur se tromper, parce que quand il se trompe, ça permet de comprendre où il irait, quel parcours il aurait pris que nous, on n'aurait pas anticipé. Mais en même temps, si vous le laissez trop bifurquer par rapport au script que vous aviez envisagé, vous vous retrouvez avec un panel d'utilisateurs dont vous ne pouvez pas comparer les tests, les feedbacks entre eux, parce que chacun en fait, a suivi un peu son scénario. Donc il faut réussir à lui laisser quelques secondes pour se tromper, et puis ensuite le ramener, et ça confirme l'importance d'avoir 2 testeurs. Un guide qui va s'assurer de ça, et puis un script qui va pouvoir noter tout ça. Une fois qu'on a fait une session de 5 tests, c'est bien beau, on peut mettre tout le feedback dans un Excel qui sera partagé avec tout le monde, et si on fait rien, ça va juste moisir et il ne se passera rien du tout. Du coup, nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. On était confrontés à 3 challenges. Il y avait comment est-ce qu'on va faire pour exploiter les feedbacks qu'on a pu récolter. Comment est-ce qu'on va aussi centraliser tous ces feedbacks, puisqu'on l'a dit, on va essayer d'impliquer un maximum de monde en tant que guide ou en tant que scribe pendant le test. Si on voit 5 personnes, ça peut vouloir dire 10 personnes différentes, 10 observateurs différents chez PrestaShop qui vont participer à la même session de test. Et comment est-ce qu'on va faire pour centraliser tout ça? Nous, on pensait que si jamais c'est un product lead, donc le product manager ou le product designer qui s'en occupe, ça fait une masse de taf et c'est pas très digeste et il risque de passer à côté de plein de choses en fait. Et on se disait aussi comment est-ce qu'on va prioriser les tâches qu'on va faire dans la prochaine itération en fonction de ce qu'on a vu dans les tests. Alors, pour ça, on a une idée qui est un atelier qui s'appelle le Lean Feedback, on l'a baptisé comme ça. Et en fait, ça consiste à rassembler tous les observateurs qui ont pu participer au test. On a décomposé les feedbacks en 4 catégories. Il y a les problèmes du X, donc c'est tout ce qui concerne l'ergonomie, le wording, l'interface. Donc c'est des choses qui ont induit l'utilisateur en erreur, qui ont créé un peu de confusion, qui l'ont empêché de réaliser une tâche complètement. Il y a des bugs aussi, donc ça c'est quand techniquement ça ne fonctionne pas comme ça aurait dû fonctionner. Il y a les feature requests, c'est quand l'utilisateur a formulé une demande et il s'est dit « Ah en fait ça serait trop cool si on pouvait faire ça ». Bon là idéalement il faut que le guide du test rebondisse là-dessus, pose des questions pour creuser, pour savoir s'il y a vraiment un besoin derrière ça.
Et le dernier feedback qu'on regarde aussi, c'est le aha moment. Et ça, le aha moment, c'est quelque chose qui se passe en fait dans la tête de l'utilisateur. C'est quand il a un déclic et quand il comprend d'un seul coup la valeur ajoutée de votre produit. Et c'est important d'identifier ces moments-là parce que c'est le genre de choses qu'on a envie de préserver, qu'on a envie de mettre en valeur. Et idéalement, c'est le genre de choses qu'on veut mettre le plus tôt possible dans le parcours utilisateur pour améliorer la rétention. Donc voilà, chaque groupe va passer au fur et à mesure et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va donner un feedback, si jamais dans les autres groupes, il y a quelqu'un d'autre qui a eu un feedback similaire, il peut dire hop hop hop, attends, moi aussi j'ai eu ça, et il vient et il colle un plus 1 sur le feedback en question. Et ça permet en fait de créer un échange directement. Tout de suite, on compare entre nous comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que c'est vraiment similaire. La deuxième phase ensuite, c'est de prendre ces feedbacks et de les faire rentrer dans un backlog assez simplifié. Donc on a une colonne to do, une colonne to check. Là, c'est le product lead qui vient à côté du tableau. Donc soit le product manager ou le product designer qui va récupérer les piles de post-it qu'on avait ici et qui va les répartir dans les deux colonnes. En to do, on met les éléments qu'il faut absolument résoudre pour la prochaine itération. Ça va être des problèmes d'UX, des bugs techniques. On peut mettre aussi les aha moments si on sent qu'il y a quelque chose à faire dessus. Et en tout check, c'est les feedbacks qu'on a pu avoir, mais en fait, on n'est pas trop sûr. On se dit, bon, allez, on garde ça dans un coin et on va regarder un peu plus précisément si à la prochaine session de test, c'est aussi quelque chose qui va revenir. Et donc, à la fin, ça ressemble à ça. Donc, assez logiquement, les feedbacks sur lesquels il y a une pile de plus 1, ça se retrouve en to-do. Mais si jamais le product lead dit bon ben là j'ai une seule personne qui me l'a dit mais en fait ça c'est ultra important, et ben il peut aussi le mettre en to do. L'équipe est là après pour le challenger et il peut se justifier, il peut expliquer ses choix. Et du coup à la fin de cette étape-là qui dure à peu près 10 minutes, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commence à diverger sur la recherche de solutions, on le rappelle à l'ordre et on lui dit non attends ça sera pour plus tard. Du coup, au niveau de notre expérience, on a réalisé que ça avait pas mal d'avantages de faire ce type d'atelier. Déjà, on gagne du temps parce que collectivement, on a tous trié et priorisé les feedbacks. Ce n'est pas un product lead qui a dû lire toutes les notes de test ou qui a dû visionner toutes les vidéos. Ça a un impact évidemment aussi bénéfique sur la motivation des équipes parce que quand on a vu quelqu'un galérer sur une interface qu'on a soi-même codée ou développée, et ben forcément ça donne envie de s'améliorer.